La TVT au cœur de l'information. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, plaisir de vous retrouver dans cette édition dont voici le sommaire. Le Togo et la Turquie veulent désormais parler d'une même langue sur des questions politiques. À Lomé, les deux parties prennent langue pour définir les priorités. Nous faisons le point dans un instant. En Côte d'Ivoire, plus de 4000 ménages menacés, exposés aux inondations, sont obligés de quitter leur domicile. Une décision des autorités ivoiriennes qui est malheureusement diversement appréciée. Nous serons à Abidjan dans un instant. La pratique yoga, on en parle en fin d'édition avec ses avantages sur la santé humaine. Une pratique que nous offre ici la communauté indienne à travers la célébration de la 8e journée internationale. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Suite et fin, ce jour des journées portes ouvertes de la Banque mondiale. À Lomé, l'institution a présenté 2 jours durant ses projets et programmes réalisés au Togo à travers sa feuille de route. Un partenariat constructif salué au plus haut sommet de l'État. Ce soir, nous vous proposons 2 domaines clés dans lesquels intervient la Banque mondiale. L'éradication de la pauvreté et la situation du genre au Togo. Dans un débat ouvert et constructif, l'on a fait des recommandations. Le point des échanges avec Clarisse Aticlé. Selon la Banque mondiale, le taux de l'incidence de pauvreté au Togo entre 2018 et 2019 est de 45,5%, avec une forte proportion en milieu rural. La situation est bien décrite dans ce rapport de la Banque mondiale sur l'évaluation de la pauvreté et de la situation du genre au Togo. Quand les individus n'ont pas le niveau d'éducation requis, quand ils n'ont pas la santé, ils ne peuvent pas être aussi productifs que s'ils ont un niveau d'éducation élevé et quand ils sont aussi en bonne santé. Quand on prend les agriculteurs, il y a une évidence très forte des contraintes de main-d'œuvre. Parce que les paysans, ils n'ont que leur propre main-d'œuvre. Surtout les pauvres, ils n'ont pas les moyens d'embaucher de la main-d'œuvre. Et s'il se trouve qu'il y a un choc idiosyncratique tel qu'une maladie, du travail principal du ménage, les sources de subsistance du ménage peuvent être compromises. Des défis donc à relever. À ce panel de discussion, des experts en statistiques et en économie font des recommandations avec un accent particulier sur l'identification biométrique. Au Togo, par exemple, quand vous n'avez pas de pièce d'identité, vous ne pouvez pas ouvrir un compte en banque. Vous ne pouvez pas avoir accès à un crédit. Vous ne pouvez pas prendre un peu d'argent pour booster votre activité génératrice de revenus. Sans pièce d'identité, vous ne pouvez pas aller à l'école. Au Togo, pour passer le CPD, il faut l'acte de naissance. Et on a beaucoup de nos jeunes frères qui n'ont pas d'acte de naissance et qui sortent du système scolaire. Et qui sortent du système scolaire très tôt à, je dirais, un handicap pour pouvoir accéder à certaines fonctions. Donc globalement, quand vous n'avez pas de preuve d'identité, quand vous n'êtes pas identifié, en fait, vous n'avez pas accès à tout ce que nous appelons les services sociaux de base. L'identification biométrique permet en effet aux populations d'être individuellement prises en compte dans les projets et programmes. Novici pour les transferts monétaires pendant la crise sanitaire du Covid-19 est évoqué comme une action de réduction de la pauvreté. Malgré les très bons résultats, les défis restent là. La pauvreté reste élevée. Et ce qu'on vient de souligner avec les rapports, qu'au Togo, la clé, c'est de promouvoir la croissance des revenus ruraux pour réduire la pauvreté dans les pays. Pour la Banque mondiale, investir dans les couches vulnérables réduirait sensiblement la pauvreté et induirait une prospérité inclusive. La problématique de l'emploi des jeunes et les opportunités qui s'offrent étaient aussi à l'ordre du jour des journées portes ouvertes de la Banque mondiale ce vendredi. Question à la une aujourd'hui, et les jeunes présents ont tout simplement salué l'initiative parce qu'elle propose des solutions. Le point avec Ekwissala. Des jeunes de divers horizons. Parmi eux, des étudiants, des entrepreneurs, mais aussi des porteurs de projets. À cette deuxième et dernier jour des portes ouvertes de la Banque mondiale, ils s'imprègnent des secteurs porteurs au Togo. Également, des opportunités qu'offre l'institution financière aux jeunes à travers ses 19 projets novateurs. C'est une très bonne opportunité pour nous jeunes de venir découvrir les projets que la Banque mondiale fait.
On est venu, on a vu et on va aller dire à tous ceux qui sont peut-être dans les milieux reculés qu'en fait, il y a des opportunités pour nous auprès de la Banque mondiale aussi. Et que voilà, aujourd'hui, il y a d'autres métiers, surtout dans le digital, qui nous appellent. Je repars gagnant de beaucoup de choses parce que j'ai déjà même, il y a de cela un bon moment, un projet d'agriculture que je n'ai pas débuté depuis plus de 3 ans qui sont dans les placards. Je pense que c'est encore un moment pour moi de pouvoir les remettre sur place et pouvoir travailler dessus. Autre sujet abordé, les métiers du futur au Togo. Pour les panélistes, des opportunités existent de plus en plus dans quelques secteurs clés. Les technologies de l'information et de la communication, l'agriculture et l'agrobusiness notamment. Quand on parle des métiers du futur, on fait référence aux métiers qui sont porteurs pour les jeunes dans différents domaines. Si nous prenons par exemple le domaine de l'agriculture, nous avons de nouvelles manières, de nouvelles façons de développer l'agriculture afin d'assurer la sécurité alimentaire. Nous avons besoin de plus de spécialistes en matière des questions de l'urbain pour pouvoir atteindre les objectifs du développement durable. Cette rencontre referme les journées portes ouvertes de la Banque mondiale. Toutefois, l'institution va continuer de faire parler d'elle à travers ses différents projets et programmes, plus encore à travers leurs impacts sur les populations bénéficiaires. Lomé et Ankara ont entamé depuis ce matin aussi des consultations politiques. La toute première autour des questions d'intérêt commun devront faire l'objet de coopération entre les deux pays conformément aux orientations des chefs d'État des deux pays. Le résumé des échanges avec Chazina Mbaga. Le Togo et la Turquie posent ici le premier jalon des consultations politiques devant raffermir et diversifier leurs relations bilatérales. Ce procès verbal couronne les échanges et consigne les conclusions auxquelles sont parvenus les deux parties au cours des présentes assises. Pour ce premier round, plusieurs sujets ont fait l'objet de discussions. La séance de travail de ce matin était pour permettre de faire le suivi des différents échanges politiques qu'il y a eu depuis l'année dernière et les années précédentes entre nos plus hautes autorités. Nous avons avancé sur beaucoup de dossiers concernant les échanges entre les ministères de l'éducation des deux pays. Nous avons également échangé beaucoup sur la coopération militaire entre Ankara et Lomé. Donc nous espérons dans les mois à venir avancer encore beaucoup sur ce sujet-là et également sur les sujets concernant l'investissement turc au Togo. Nous pourrons dans les mois à venir avancer sur d'autres sujets. Je veux parler par exemple de l'accord sur la coopération aérienne qui permettra notamment à la compagnie Turkish Airlines de desservir très bientôt Lomé. Les deux délégations se sont félicitées de la convivialité et de la sincérité qui ont marqué les travaux et qui ont permis d'avancer rapidement sur beaucoup de dossiers. Nous nous sommes félicités vraiment du niveau parce qu'en 2 années, nous avons réussi à ouvrir deux ambassades. Comme vous le savez, nous avons une ambassade ici depuis 2021, avril, et bientôt il y aura l'ouverture de l'ambassade du Togo à Ankara. Et nous avons eu plusieurs visites au niveau ministériel. Il y a eu la visite présidentielle de son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan. Pour vous dire que tout cela s'est fait en très peu de temps et nous avons énormément avancé. Et avec ces consultations politiques, nous avons vu, on a encore beaucoup de choses à faire, on est d'accord sur ça, mais on a vu qu'on a abouti, on a signé 8 accords pendant toutes ces visites. On a d'autres accords à signer, on s'est mis d'accord à travailler sur cela. On s'est dit qu'on peut faire plus pour être digne de l'amitié qui relie nos deux présidents, nos deux chefs d'État. Cette première session des consultations politiques fait suite à la signature en 2021 du protocole d'entente entre les deux pays et qui a mis en place ce mécanisme. Elle traduit la volonté affichée au plus haut niveau entre le Togo et la Turquie de consolider leurs relations de coopération. Le second round est prévu en début d'année prochaine à Ankara, en Turquie.
Hier déjà, ce nouveau partenariat entre le Togo et la Turquie déclinait ses objectifs à la faveur de la 17e conférence du club diplomatique où la Turquie était l'invité d'honneur. Le pays se positionne aujourd'hui comme un partenaire modèle pour le continent noir. Le film de la soirée avec Étienne Chouadedji et Ulrich Amega. En une vingtaine d'années, le partenariat entre la Turquie et l'Afrique a pris une autre dimension. De 10 ambassades sur le continent, la Turquie en compte 44 en 2022. Les ambassades africaines à Ankara en dénombrent 37. Les échanges commerciaux sont passés de 5 à plus de 25 milliards de dollars. Les exportations turques vers l'Afrique ont augmenté de 2 à 15 milliards de dollars et les importations depuis l'Afrique de 3 à 10 milliards de dollars. Des avancées qui font du pays de Erdogan l'un des réseaux diplomatiques importants pour le continent. Le club diplomatique de Lomé y prête intérêt. Ce que nous essayons de faire, en fait, c'est d'être un peu partout, d'avoir des relations bilatérales avec les pays, mais aussi, en même temps, d'avoir une relation institutionnelle. Dans notre stratégie, si on peut le dire, c'est de partager nos expériences, parce que nous aussi, bien sûr, nous avons vécu des moments difficiles, on a une certaine expérience dans beaucoup de secteurs. Santé, sécurité, éducation, commerce et bien d'autres secteurs, la coopération est de plus en plus ambitieuse. L'Afrique, c'est le continent d'aujourd'hui, vraiment d'aujourd'hui, et il y a tellement de potentiel que je crois que nous, on a l'expertise. Tout ce qui est construction, routes, ponts, etc., évidemment, c'est très important. Et on a énormément d'expérience dans tout ce qui est ce genre, on va dire, de construction. Nous donnons beaucoup d'importance à l'éducation parce que c'est vraiment primordial pour le développement, la paix et la sécurité, parce que évidemment c'est un sujet qui est très important aussi, parce que sans paix et sécurité, on ne peut pas parler de développement, de prospérité. Professeur Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères, se félicite d'un partenariat gagnant-gagnant avec à la clé une prospérité partagée. Coopération et développement, on en parle encore en faisant ici le point de la mobilisation des ressources engagées ces 3 dernières années par le système des Nations Unies au Togo. On note au passage que des réalisations ont été faites sur le terrain et les résultats ont fait l'objet d'échanges ce jour entre différents acteurs. Ainsi s'annonce un nouveau cas de coopération entre le système des Nations Unies et le Togo. Les précisions avec Dodo Wari. Du PND à la feuille de route gouvernementale, le Togo dégage de nouvelles priorités de développement. Le système des Nations Unies veut suivre le rythme. Lancé d'abord sur 5 ans, le cadre de partenariat avec le Togo se réoriente sur la feuille de route avec des évaluations anticipées dans plusieurs secteurs. 3 ans de mise en œuvre, 75 millions de dollars mobilisés, des impacts directs sur la population. Globalement, nous avons trouvé des résultats satisfaisants qui ont dénoté depuis 2019 jusqu'à 2021 une certaine progression au niveau des indicateurs que nous avons évalués. Et donc, plusieurs domaines ont été balayés. Nous parlons du domaine de l'agriculture, le domaine de l'eau et de l'assainissement, le domaine de la santé, le domaine de l'éducation. Il y a une marge de progression, mais il y a encore beaucoup de défis de développement à pouvoir atteindre. Des avancées qui rassurent, des défis qui remobilisent. Le système des Nations Unies, en tout cas, apprécie l'utilisation rationnelle qu'a fait le Togo des ressources financières mises à sa disposition. Prêt pour le prochain niveau. Dans le prochain cadre, il y a des améliorations qu'on peut peut-être faire. On a parlé tout à l'heure de mobilisation de ressources. Le système des Nations Unies est prêt à mobiliser encore davantage de ressources pour accompagner le Togo. On a parlé du cadre de gouvernance qui devrait permettre au Togo de mieux s'approprier ce programme et permettre aux entités gouvernementales, à la société civile, en tout cas à tous les acteurs de contribuer pour, comme on dit, ne laisser personne de côté. Le nouveau cadre de partenariat entre le Togo et les Nations Unies devrait démarrer d'ici 2023. Des axes stratégiques seront pris en compte pour le mieux-être des Togolais.
L'actu hors des frontières nationales, le Togo et le Gabon sont depuis ce vendredi membres de la communauté des nations, le Commonwealth, à l'occasion du sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu à Kigali au Rwanda. La communauté des nations reste un héritage de la colonisation britannique et dirigée par la reine d'Angleterre. Elle regroupe 54 États dont 19 pays africains. Les dirigeants togolais et gabonais n'étaient pas présents à Kigali, mais ils seront invités après l'officialisation de l'adhésion de leur pays à la prochaine réunion de l'organisation. Nous restons toujours à Kigali pour parler du lancement des travaux de l'usine de vaccination ANR Messager, une première sur le continent pour traiter des maladies telles le Covid-19 et bien d'autres. Reportage. Des applaudissements et des sourires qui en disent long sur l'enjeu de la rencontre. Le lancement jeudi des travaux de construction de l'usine de vaccins à ANR Messager à Kigali. La première des 3 prévues sur le continent. Elle produira d'ici début 2024 des traitements contre le Covid-19 et d'autres maladies. BioNTech cherche et développe des vaccins et des médicaments pour prévenir le paludisme, la tuberculose et le VIH. Ces maladies sont les principales causes de mortalité sur le continent africain. Nous nous sommes associés à la fondation Bill et Melinda Gates pour développer les vaccins contre la tuberculose et le VIH et nous développons des vaccins contre le paludisme. Le Rwanda soutient pleinement l'engagement de BioNTech à alimenter cette usine entièrement avec de l'énergie verte. Et nous travaillerons en étroite collaboration pour y parvenir. L'Afrique est le continent le moins vacciné au monde contre le Covid-19, avec moins de 20% de ses 1,2 milliard d'habitants ayant reçu 2 doses de vaccin. En Côte d'Ivoire, le gouvernement utilise la manière forte pour déplacer les ménages exposés aux inondations. Dans cette nouvelle approche des autorités ivoiriennes, 4000 ménages sont concernés. Reportage. Dans la commune d'Abobo à Abidjan, ces bâtiments qui menaçaient de s'effondrer à la prochaine pluie sont vidés de leurs habitants. Notifiée en mars par les autorités, cette évacuation a surpris cette famille de 16 personnes qui n'a pas pu trouver d'alternative entre-temps. Si machine veut venir nous écraser là, machine n'est qu'à venir. On ne sait pas où aller. On va vivre ici comme ça. Nous-mêmes, on sait que c'est dangereux, mais on ne sait pas où aller. Fin mai, le gouvernement a annoncé le départ de 4000 ménages dans la capitale économique ivoirienne. Chaque année, les saisons des pluies provoquent la mort de plusieurs dizaines de personnes. Pour les autorités, il y avait donc urgence à procéder à ces évacuations. Si la zone était une zone sécurisée, une zone plate, qu'on n'était pas au bord des ravins, je n'aurais pas de raison à les faire partir immédiatement maintenant. Ceux qu'on fait partir immédiatement, c'est ceux qui sont, comme vous le voyez vous-même, qu'on ne peut pas laisser là en tant que gouvernement responsable. Les personnes évacuées seront logées temporairement dans des hôtels, mais aucune solution de relogement pérenne n'est sur la table. Les habitants des 54 zones à haut risque identifiées à Abidjan risquent donc eux aussi de subir le même sort. Une situation que dénonce cette association de défense des droits de l'homme qui accompagne depuis des années ces opérations d'évacuation. Les populations sont très inquiètes. Ce sont des milliers de familles encore qui seront dans la rue très bientôt, qui seront les sans-abri. La décision de loger des personnes dans les hôtels, nous pensons qu'ils n'arrivent pas à régler le problème. Parce qu'ils vont louer les hôtels pour ces personnes pour combien de temps? Mais pourquoi ne pas les donner des kits de relogement pour qu'ils puissent aller se reloger convenablement? 25 000 personnes sont visées par ce projet global d'évacuation qui s'étendra sur 6 mois. L'association Colombivoire attend encore la liste exacte des sites concernés. Cela pourra permettre d'évaluer au cas par cas le bien fondé de ces évacuations avant leur exécution. Lomé sera également arrosé ces dernières 24 heures. La météo au Togo annonce des manifestations orageuses ou pluvieux orageuses cette nuit et demain matin dans la Kara, la Maritime, les plateaux, les savanes et la centrale. Attention alors aux zones à risque d'inondation. Lomé, pendant qu'on hier, abrite une rencontre régionale d'échange d'expériences et de fin de projet Health Police Plus, un projet axé sur l'amélioration des politiques de santé. C'est après, on fait le bilan. Compte rendu, Ramdan Bassina. Le projet Health Policy Plus a pour priorité l'amélioration des politiques de santé en planification et en reproduction.
Autre axe, le VIH et la santé maternelle, néonatale et infantile. Après 7 ans de mise en œuvre, des progrès sont remarquables. Au début de ce projet, on était à moins de 15% de prévalence contraceptive au niveau du Burkina pour l'APF. Et aujourd'hui, on est content de dire, grâce à tout ceci, nous sommes à presque plus de 32% de prévalence contraceptive. Et si vous prenez l'ensemble des pays que nous appelons habituellement les pays du partenariat de Ouagadougou, les prévalences contraceptives ont bougé de minimum 2 points. Une des difficultés, c'est la mobilisation des acteurs. Comment faire en sorte que les acteurs soient convaincus qu'il y a du développement derrière la planification familiale et qu'il y ait de l'engagement au plus haut sommet de l'État pour que les gens se rendent compte que la planification familiale, au final, est une question de capture du dividende démographique. Burkina Faso, Niger, Côte d'Ivoire, Guinée, Gambie, Mauritanie et Togo ont bénéficié du projet HP+. Il est financé par l'USAID à hauteur de 222 millions de dollars. En matière de VIH, le projet financé par l'USAID a appuyé le gouvernement et le CNLS dans l'élaboration des politiques en matière de dépistage, notamment le fait de dépister très tôt et traiter les patients pour les arrimer au centre de soins. Il a surtout accompagné la société civile, notamment la prise en charge communautaire, en renforçant la capacité des organisations communautaires. Et ça a permis aussi, dans la mise en œuvre de l'intervention de VIH, de s'appuyer sur les communautaires. Le projet Health Policy Plus ou HP+, a effectivement aidé la direction de la santé de la mère et de l'enfant dans la mise en œuvre du plan stratégique. Et en effet, c'est avec l'appui de ce projet qu'une équipe d'acteurs a été formée sur le plaidoyer. Et grâce également à ce projet HP+, un document de politique de délégation de tâches a été élaboré pour augmenter l'accès de la population aux méthodes de planification familiale. Fin du projet certes, mais les acteurs de la santé dans les pays bénéficiaires espèrent une pérennisation des acquis du HP+. Les questions de santé font partie des priorités des États. La mobilisation reste le mot d'ordre pour plus de financement du secteur. Question santé encore avec la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 24 juin 2022. La situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 37 314, 15 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 966, 15 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 113 et le nombre de décès est de 275, un nouveau décès depuis hier. Situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Allons voir maintenant du côté des gens de mer qui, depuis ce matin, se sont retrouvés pour une séance de partage d'expériences vécues en mer. Une rencontre qui annonce déjà la journée dédiée aux personnes qui côtoient cet espace au quotidien. Reportage sur l'enjambement des commentaires, Yata Ratem. L'édition 3 de la en pleine action pour mettre en exergue la lutte contre la piraterie maritime. Eux, ce sont des gens de mer, toujours prêts à affronter les dangers liés à la mer et à assumer ainsi le bien-être des populations. Ils sont célébrés en différé ce jour. Occasion pour eux de partager leurs expériences avec à la clé quelques préoccupations. Le mal de mer qui recouvre beaucoup de choses. Le mal de mer émet des vomissements. Le mal de mer affaiblit une personne de pouvoir travailler normalement. Et puis il y a des difficultés aussi linguistiques. Vous êtes francophone, l'autre, il est anglophone. Vous vous rencontrez sur un navire. Comment faire pour passer le message afin que le travail puisse évoluer rapidement aussi, c'est aussi des contraintes. Et puis il y a aussi des discriminations de nationalité. Les navires qui ne sont pas censés aller en mer vont en mer. Et quand on amène ces navires en mer, c'est mettre la vie des marins en danger. Nous lançons un appel au directeur des affaires maritimes de mettre une équipe spéciale pour le contrôle et le suivi des documents d'un navire avant toute
son embarcation en mer. Conscient des risques encourus par les gens de mer et les difficultés rencontrées, le ministre de l'économie maritime, Mme Kwaku Tengue, les a félicités pour leur engagement au quotidien. 80% du commerce transite par la mer. La célébration de cette journée, c'est la prise de conscience au niveau de l'Organisation maritime internationale de la pénibilité du travail des gens de mer. Plusieurs violations des droits des gens de mer ont été dénoncées. Un des problèmes, c'est que c'est un milieu masculin qui est progressivement en train de se féminiser. Le second problème, c'est les conditions de travail. Les encourager et leur rappeler que leur travail est essentiel au fonctionnement de l'économie mondiale, de l'économie de notre pays, et leur dire justement que tant sur le plan international que national, des actions sont en train d'être prises pour effectuer ou mettre fin justement à ces discriminations et à ces exclusions-là. Un panel placé sous le thème « Harcèlement et discrimination, défis des gens de mer » fait objet d'échanges entre les acteurs marins. L'on note depuis quelques années que le secteur maritime est au cœur de l'action gouvernementale afin qu'il soit plus compétitif et attractif. Une administration moderne et productive, le ministère des Sports et des Loisirs en fait une priorité. 50 agents du 10 ministères ont bénéficié d'une session de renforcement de capacité en matière de gestion axée sur les résultats. Reportage à Flim Johnson. Agents du ministère des Sports et des Loisirs, ils sont désormais mieux aguerris pour une gestion administrative efficace de leur département. Ceci grâce aux acquis du projet de renforcement de capacité assuré par l'École nationale d'administration ENA. Les agents, bien que motivés, n'avaient pas la maîtrise d'un certain nombre d'outils, notamment des outils liés à la planification, à la gestion, notamment comment inscrire la gestion axée sur les résultats comme une norme de travail. Le programme de renforcement de capacité a tourné autour de 3 grandes thématiques. La maîtrise des outils de planification, la rédaction administrative et la maîtrise des obligations et du service public, des devoirs et des droits des agents publics. Ce programme de renforcement de capacité est rendu possible par la convention de partenariat qui lie le ministère des Sports et des Loisirs à l'ENA. Il répond à l'ambition d'une gouvernance axée sur la qualité et l'excellence. Nous avons reçu beaucoup d'outils pour le travail. Comment mener ensemble les intrants aux activités pour obtenir des produits à court terme, des effets à moyen terme et puis des impacts à long terme. Nous avons donc les compétences à l'issue de cette formation pour pouvoir donc mieux gérer les secteurs des sports et des loisirs, pour faire non seulement de ces 2 secteurs des secteurs d'épanouissement de la population togolaise, mais aussi des secteurs qui contribuent donc à la croissance économique de notre pays. Et la ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessikaman, de renvoyer les récipiendaires à leur mission, tout en leur rappelant les responsabilités qui sont les leurs dans l'atteinte des objectifs du plan stratégique Togo 2020-2025. Chers collaborateurs, récipiendaires, je vous invite à faire bon usage des connaissances et méthodes de travail qui vous ont été transmises pendant la formation pour plus de performance et d'efficacité dans le travail. Je ne doute pas que chacun en a tiré meilleur profit pour contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs fixés à notre département, le ministère des Sports et des Loisirs. Et ce, dans l'optique de faire de chacun de vous des acteurs participatifs de la réalisation des missions du ministère des Sports et des Loisirs en vue de contribuer à l'atteinte des objectifs de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. La session de renforcement de capacité a concerné une 50aine de cadres supérieurs et assistants. Du sport en douce et à vos tapis pour une petite partie du yoga avec la communauté indienne qui célèbre ainsi l'édition 8 de la Journée internationale du yoga. L'occasion s'y prête également pour en savoir un peu plus sur la pratique. Reportage Marie-Hena Beta, commentaire et Kouissala. Du yoga en plein air, à quelques mètres de la mer de Baguida. Ici,
une centaine de ressortissants indiens réunis pour commémorer la Journée internationale du yoga, célébrée chaque 21 juin. Une activité sportive qui enseigne une approche holistique de la santé et du bien-être. Nous sommes ici pour célébrer la 8e journée internationale du yoga. Et comme vous le saurez, en 2014, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté pour une résolution qui consacre la journée du 21 juin comme la journée internationale du yoga, à la demande du Premier ministre indien, M. Narendra Modi. Son message est d'adopter cette pratique-là qui est le yoga, parce qu'aujourd'hui le yoga constitue un moyen de guérison sans usage de médicaments. Connu comme un ensemble de pratiques constituant en des postures physiques, des techniques de respiration et de relaxation, le yoga favorise le bien-être physique et mental de l'homme. C'est également un moyen pour améliorer l'être spirituellement et intellectuellement. Le yoga aide beaucoup sur beaucoup de plans en fait. Certains aspects sont des aspects physiques, et d'autres c'est purement mental et d'autres c'est purement introspectif, c'est-à-dire méditatif. Et le côté physique consiste en des postures physiques et la respiration contrôlée et un peu d'exercice à la concentration mentale qui permet de rassembler nos énergies, nos forces vitales et d'avoir la tranquillité intérieure. Le yoga, c'est beaucoup d'exercices autour de cette activité sportive. Le yoga fait désormais partie de diverses physiothérapies médicales et sportives. Il est également un outil pour améliorer la concentration et réduire le stress. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à la réalisation. Retrouvez Abidenia Simbé à 22h30 pour l'édition de nuit. À très vite alors pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.